matinale Quintrec sur RBS. Bonsoir, bonsoir. Être sceptique, ce n'est pas douter de tout, c'est refuser de penser à moitié. Le monde court, nous, on s'assoit. On éteint les notifs, on coupe le bruit et on parle. Bienvenue dans Sceptique. Une fois par mois, on ouvre le micro pour discuter de ce qui nous façonne sans qu'on ait toujours le temps d'y penser. Au programme ce soir, 2 parties. Dans un instant, comment nos réseaux sociaux nous reprogramment. Et puis, en deuxième partie d'émission, peut-on encore être original à l'ère de l'intelligence artificielle ? Pour en parler avec nous, elle bosse chez Agence Pan. Elle fait des campagnes qui claquent et transforme des idées en stratégie marketing, mais surtout, elle pense. Elle analyse comment on parle, comment on vend, comment on vit dans le flux. C'est la seule capable de faire passer une campagne sponsorisée pour de la poésie. Bienvenue à Annabelle Bendel. Mais quelle présentation géniale. Écoute, ça va, je suis hyper contente d'être là avec toi pour cette première émission de Sceptique. C'est un truc de fou. Mais oui, c'est trop génial. Ensuite, notre cerveau a une horloge interne et lui, il en connaît toutes les aiguilles. Neuroscientifique chronobiologiste à l'INCI et à l'Université de Strasbourg. Il est spécialiste des rythmes circadiens, sommeil, hormones, lumière bleue. Bref, il sait exactement pourquoi on est fatigué après un scroll TikTok à minuit. Bienvenue, Dr George Mendoza. Bonsoir, merci beaucoup pour l'invitation. Merci à vous d'être là. Elle est passée par RBS et aujourd'hui, elle coach des créateurs sur Instagram, storytelling, rythme, sincérité. Elle aide à apprivoiser les réseaux sociaux sans perdre son style. On la connaît sous le pseudo Call Me Voyou, mais franchement, elle a surtout braqué l'algorithme d'Instagram. Merci d'être avec nous, Nina Gambin. Bonsoir. Vous avez osé, mais c'est pas mal. Oui, on a osé. Je suis ravie de vous avoir à mes côtés pour cette première émission de Sceptique en direct sur Radio RBS. Donc, en France, l'usage moyen des écrans personnels est de 4 heures par jour. Selon le baromètre du numérique de l'Arcom, c'est un quart du temps éveillé. Et chez les 18-24 ans, près de 40% déclarent même dépasser 5 heures quotidiennes. Paradoxalement, c'est aussi eux qui expriment le plus d'inquiétude sur les effets du numérique. Alors, que fait cette hyperconnexion à notre attention et à notre mémoire ? Comment les écrans et les réseaux sociaux façonnent nos émotions et même notre rapport à l'autre. On sait que la lumière bleue joue un rôle aussi et engendre un endormissement retardé d'1 heure en moyenne. Professeur George Mendoza, que fait la lumière des écrans à notre horloge biologique, surtout la nuit ? Et oui, en fait, c'est vrai qu'il y a un effet assez particulier de la lumière bleue, principalement. Celui-là est émise par tout ce type des outils que les gens utilisent maintenant, les smartphones, les ordinateurs, les tablettes. En fait, c'est qu'il va stimuler principalement un groupe de cellules particulières dans la rétine, qui après va projeter directement vers notre cerveau, et principalement dans les sites du cerveau où se localise notre horloge biologique, cette horloge qui régule toute notre fonction rythmique avec une périodicité de 24 heures, comme par exemple le cycle veille-sommeil, des cycles hormonaux, etc. Donc cette lumière bleue, il a les pouvoirs, on va dire, d'affecter, impacter l'horloge et par conséquent, évidemment, tous les processus rythmiques de l'individu. Et ça peut également favoriser l'émergence de troubles comme la dépression, par exemple, ou la fatigue, en tout cas. En fait, le problème, c'est pas la lumière bleue. En fait, le problème, c'est surtout les moments de l'exposition à la lumière bleue. On parle beaucoup de l'exposition à la lumière bleue, surtout la nuit, qui perturbe notre horloge, notre rythme, notre sommeil. Mais aussi, on sait que la lumière bleue peut avoir des effets positifs, surtout par rapport à l'heure d'exposition. L'heure bleue, principalement l'heure matinale, il a des effets surtout pour l'éveil physiologique de l'individu, pour stimuler l'attention et pour nous maintenir plus éveillés. Donc la lumière bleue telle qu'elle, elle n'est pas néfaste. Ça va dépendre de beaucoup de facteurs. Entre ces facteurs, c'est justement les temps ou l'heure d'exposition à la lumière bleue. Donc la lumière bleue matinale, par exemple, on sait qu'elle a des effets positifs pour aller lutter contre des problèmes de troubles, même de type psychiatrique, tels que la dépression, par exemple. Et donc, le fait d'être constamment sollicité par les notifications et la veille permanente qu'on a, et donc effectivement la lumière bleue le soir, ça a des effets long terme sur notre cerveau ? En fait,
on ne sait pas exactement qu'est-ce qu'il fait à long terme chez l'homme en tout cas. Donc, il y a beaucoup de recherches au niveau fondamental avec des modèles animaux dans lesquels on peut observer vraiment qu'il y a un impact dans notre cerveau de la lumière bleue. Et principalement, ce qu'il va faire, c'est surtout l'exposition de la nuit. C'est la nuit où il y a les problèmes. Normalement, ce qu'il va faire, il va décaler notre horloge biologique, il va décaler notre rythme d'endormissement. Il peut impacter aussi au niveau de la sécrétion de différents hormones qui sont importants pour un processus physiologique assez idéal, comme par exemple l'hormone classique de la nuit, que l'on appelle la mélatonine. Il va l'inhiber, cette exposition de la lumière bleue la nuit, qui va perturber tout ce rythme qui va induire des conséquences. Évidemment, c'est à long terme de manière chronique. Il peut avoir un impact à long terme et peut-être développer un trouble de sommeil ou un autre type de problème, et même plus chronique, tel qu'un problème métabolique ou un problème psychiatrique comme la dépression, par exemple. Quelles règles simples vous recommanderiez pour garder une relation saine avec les écrans ? En fait, déjà, s'exposer le moins possible pendant la nuit, avant l'endormissement, avant d'aller se coucher. Et surtout aussi l'exposition plutôt matinale, l'exposition à la lumière naturelle matinale, c'est on va dire, des recommandations que tout le monde fait, parce que vraiment ça va nous permettre, la lumière naturelle du soleil, l'intensité, la longueur d'onde idéale pour notre rythme. Donc ça va nous permettre de resynchroniser tout notre rythme biologique, notre horloge biologique, et évidemment contraster aussi les effets négatifs qu'il peut avoir la lumière bleue pendant la nuit. Donc l'idéal, c'est de ne pas s'exposer ou s'exposer le moins possible. Évidemment, c'est impossible de ne pas tout utiliser maintenant dans ce moment de la vie, de s'exposer à la lumière bleue, aux écrans et tout ça pendant la nuit. Parfois, c'est nécessaire, mais s'exposer le moins possible. Et évidemment, comme je vous dis, essayer de s'exposer le plus possible à la lumière naturelle, surtout les matins. Nina, toi, de ton côté, t'es exposée à un autre type finalement d'impact des écrans, qui est en fait le rythme de publication et en fait tout l'impact de l'algorithme. Comment jongler entre être soi-même et en fait composer avec ce système de l'algorithme quand tu accompagnes au quotidien des créateurs de contenu, comment tu procèdes de ce côté-là ? T'essayes de savoir comment je fais en sorte de ne pas passer ma vie sur Instagram quand je me dis que si j'arrête de poster, je suis oubliée. Donc c'est parce que c'est vraiment ça la question, c'est que une fois que tu te mets à poster sur Instagram et que c'est ça aussi ton fond de commerce finalement, c'est de te rendre visible. Ce qui est assez compliqué, c'est juste d'avoir un déclic, et moi ça fait quand même 4-5 ans que je fais ça, c'est d'avoir le déclic où tu te dis que si tu postes 2 fois par semaine, c'est bon aussi. Donc moi, il y a aussi ce truc-là, c'est ce que j'essaye d'inculquer à mes clients, c'est que vaut mieux privilégier, c'est un peu bateau, mais vaut mieux privilégier la qualité à la quantité. Du coup, je préfère que les gens apprennent à s'amuser avec des outils de montage vidéo pour particuliers. Hein. On va pas devenir monteur professionnel en 2 jours, c'est pas ce que je promets. Mais en tout cas, ce que je fais, c'est que simplement, je me dis à ma hauteur, si déjà je poste 1 à 2 vidéos par semaine, je trouve ça largement suffisant. Et c'est un jeu de patience, les réseaux sociaux, c'est ce qu'il faut comprendre. Tu disais aimablement que j'avais braqué l'algorithme. C'est juste que l'algorithme, j'ai compris que c'était simplement quelque chose qui est, on va dire quelque chose, hein, mais quelque chose qui est façonné pour ressembler un peu aux utilisateurs. Donc une fois que tu réfléchis à ta façon de te comporter toi-même, c'est à toi de décider ce que tu veux créer aussi chez la personne qui va te regarder, et moi je veux que les gens soient rassurés, donc je vais pas rentrer dans cette course frénétique. Si l'image et le message que je veux véhiculer, c'est vraiment prenez votre temps et lâchez vos téléphones, ce que j'essaye de faire, mais il m'arrive parfois d'avoir 8 heures de temps d'écran par jour. Voilà, je tenais à le dire. Tu l'avoues. Je ne suis pas parfaite. Ça va peut-être rassurer certains de nos auditeurs qui sont dans le même cas que nous. Mais du coup, effectivement, tu prônes plutôt une certaine authenticité. C'est important quand même en fait de jongler pour toi entre les deux, d'avoir une espèce de balance. Tu disais que tu postes quand même 2 fois par semaine du coup. Ouais, c'est ça. Ouais. Je poste 2 vidéos et je me tâte à passer à 1 vidéo pour vraiment m'amuser à créer quelque chose qui me plaît, parce que moi je suis avant tout créatrice, entrepreneuse certes pour gérer mon entreprise, mais sur Instagram je me présente comme créatrice, et pour créer il faut du temps. Les plus belles œuvres qu'on adore admirer, je dis pas que je crée des œuvres, c'est pas ce que je dis, mais tu peux ok, mais en tout cas nos artistes favoris, que ce soit
le cinéma, la peinture, c'est jamais en 2 jours que c'est fait. Donc j'essaye juste de travailler un peu sur ce FOMO général, cette peur d'être oublié, cette peur de louper le coche, et de me dire que je veux surtout prendre mon pied dans la création. Et comme je te dis, c'est ce que j'essaye vraiment de véhiculer. Donc forcément, à moi d'être l'exemple. Voilà. Donc tu ressens le fait que parfois s'ennuyer, ça a du bon en fait pour ta créativité? Ah mais oui, je crois que ça s'appelle même la période d'incubation, où c'est ce moment où quand tu arrêtes de faire ce que tu es en train de faire, je parle de la création, ton cerveau va trier en arrière-plan naturellement, si je me trompe pas. Et donc du coup, il y a vraiment ce truc où tu ressens les effets. Par exemple, je suis en train de faire un montage, je m'énerve dessus, je comprends pas ce que j'ai envie de faire, ou ça bloque, ce que je fais, ça me plaît pas. Je comprends tout de suite, c'est un signal, c'est du trop, quoi. C'est du trop plein. Mon cerveau en a peut-être marre, lui aussi, que je le sollicite. Donc là, aller marcher, quitter les écrans, c'est ce qu'il y a de mieux. Et c'est ce que je recommande largement aussi autour de moi. C'est dès que c'est trop, c'est qu'il faut lâcher, même si c'est hors écran. C'est juste qu'à un moment donné, le cerveau, il n'est pas fait pour être focus à 200% sur la même tâche pendant une période longue, quoi. Et je vois bien que ça peut durer, par exemple, je peux être dans ce qu'on appelle le deep work. Je peux être vraiment dans un moment d'extrême focus pendant 2 heures, mais passer 2 heures, je sais pas comment je faisais au collège-lycée, là, les 4 heures de cours. Je crois que j'écoutais pas vraiment, mais bref, c'est pas la question. Mais aujourd'hui, au moins, tu respectes les recommandations de professeur Mendoza? Non. Écoutez, je préfère tu être scrolles honnête, avant de voilà. dormir. Oh Nina, enfin. Je regarde YouTube, mais là il y avait les vlogs d'août de Lena Situation, c'est pas de ma faute. Bon. Voilà. Et qui elle a posté tous les jours. Voilà, merci. Mais elle le dit elle-même, hein, ça l'impacte totalement. Mais en tout cas. En fait, le problème, ça peut être pas que la lumière bleue, ça peut être les contenus aussi qu'il y a, donc qui peut perturber le rythme, le sommeil. Donc, s'il y a un contenu assez agréable et qu'on profite, peut-être qu'il n'y a pas de problème au niveau de sommeil, même s'il y a la lumière bleue dedans. Mais ça dépend du contenu aussi, j'imagine. Donc des contenus courts. Qu'on regarde, voilà, par exemple, je pense que c'est plus stressant et plus angoissant de regarder ses mails avec des messages de son chef par rapport au travail la nuit, que regarder un mail de maman ou je ne sais pas de qui, que c'est beaucoup plus agréable. Et même si la lumière bleue, peut-être le sommeil ne sera pas du tout perturbé. Ou des vidéos ASMR. Voilà. Ou les vidéos de Nina, par exemple. Ça, je sais pas, mais j'espère que ça détend les gens. C'est un peu sûr, boulot quand même, non? Je sais, mince, j'ai pas fait ma publication. Annabelle, toi, côté agence, est-ce que les formats imposés par les plateformes finissent pas par standardiser la parole des marques? Alors complètement, et c'est assez drôle parce que j'avais même encore des réunions aujourd'hui avec mes clients, et en fait je leur dis bon ben là on va partir sur ce format, mais peut-être que demain en fait il sera plus bon et qu'il faudra changer, donc on passe notre temps en fait à jongler, et c'est ça je pense une des plus grandes difficultés, c'est que il y a 2 choses pour moi. Tu as le format, c'est-à-dire que d'un coup, on est passé d'un format Instagram carré à un format 4/5e, puis 9/16e pour les réels, alors qu'on avait des vidéos en 16/9e. Bon, je parle beaucoup en... Désolée pour les auditeurs, voilà, en jargon, 4/5e, 16/9e. On est passé en rectangle. Voilà, en gros, on était en paysage, et puis on est passé en portrait, voilà, on peut aussi dire ça. Et c'est vrai que déjà ça a façonné énormément de choses, et en même temps, on est aussi passé sur une consommation de contenu qui est complètement différente. Aujourd'hui, on l'a vu avec les vlogs d'août, qui est pour moi une étude à faire sur ce sujet, où c'est des vidéos en 16/9 postées sur YouTube. Donc ça pose aussi question, et qui sont postées tous les jours avec alors autour il y a un canal Instagram où il y a des messages qui sont envoyés, il y a des suggestions sur YouTube, on le voit partout qu'il y a les vlogs d'août, il y a des articles, etc. Mais c'est hyper intéressant parce que en fait, pour moi justement, Lena Situation, elle a cassé l'algorithme. C'est-à-dire que en fait, elle respecte très certainement pas l'algorithme d'une certaine façon, et elle fait systématiquement 1 million de vues sur ses vidéos YouTube parce que les gens ils attendent ce moment, ça devient un rendez-vous, et donc c'est presque un peu comme à la télé où il y a quelques années on allait, on se mettait à 19h pour regarder telle ou telle émission. Et donc c'est ça qui devient intéressant, et je pense que c'est un vrai jonglage entre tout ça. Moi je trouve que l'approche de Nina elle est super intéressante, de se dire il faut pas se forcer à faire des contenus et à poster tous les jours, et en même temps moi des fois sur certains clients je poste tous les jours parce que j'ai besoin d'être ultra visible, et ça me donne plus de visibilité. Et après j'ai pas moins besoin comme un créateur de contenu d'avoir des contenus hyper qualitatifs, etc. Je peux poster des photos 1 fois par jour et ça passe.
Comment justement t'accompagnes les marques là-dessus, parce qu'il faut quand même de la performance quand tu accompagnes tes clients, j'imagine. Alors c'est vraiment divers et varié. Je crois qu'à chaque fois c'est presque une étude du cas du client, quelle est sa cible, déjà où on va, sur quel réseau. Il y a la partie vraiment de réflexion, de se dire est-ce que en fait on poste tous les jours, parce que souvent ça c'est quand il n'y a pas de budget de sponsorisation typiquement, ou alors on poste moins mais on sponsorise plus. Donc peut-être que tu peux expliquer la différence entre les posts organiques et les posts sponsorisés. Sponsorisés, donc un post organique c'est un post qu'on va créer et qu'on va poster sans y mettre de l'argent pour qu'il soit plus vu. Et parfois comme vous voyez sur Facebook ou Instagram, la mention sponsorisée, c'est que là, il a été sponsorisé. Donc, il y a quelqu'un qui a mis 10, 50, 100, 500, 1000, 1500, 10 000 euros parfois même sur des publications pour qu'elle soit vue par un maximum de monde. Et en fait, c'est vraiment un jeu entre les deux. C'est-à-dire, si on sponsorise trop, on touche plus que des gens en sponsorisation. Et donc, c'est tout un jeu continu là-dedans. Et c'est comme dit Nina, l'algorithme. Il faut se poser, le dompter, et en fait il y a toujours du test and learn. Donc c'est en gros on teste des choses, on apprend derrière si ça fonctionne pas, et puis on change les choses. Voilà. Par contre, j'aimerais juste revenir sur un truc qui était assez intéressant quand on parlait de la vraie vie, de tout ça. Je trouve que les meilleures stratégies digitales, donc tout ce qu'on va produire sur les réseaux sociaux, c'est celles qui se rapprochent de quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie. C'est-à-dire que si on n'est que digital et on parle que de trucs digitaux, ça va être plus compliqué. Et en fait, si on crée un lien avec quelque chose qui se passe vraiment dans la vraie vie, et c'est là où les vlogs d'août, et vous allez tous aller regarder ce que c'est si vous connaissez pas. La petite recommandation culturelle. Non, franchement, même moi je les ai regardés chaque jour, c'était mon petit rendez-vous du soir. Et en fait, on va prendre quelque chose qui s'est passé dans la vraie vie, on va en faire mention sur les réseaux sociaux. Et en même temps, on va peut-être utiliser ces mêmes réseaux sociaux pour faire la promotion d'un événement qui va se dérouler dans la vraie vie, ou d'une émission de radio, comme ce soir par exemple. Et en fait, c'est tout ce cheminement qui va créer en fait une très bonne stratégie. Voilà. Du coup, selon vous, Annabelle, Nina, faut-il encore hacker l'algorithme, ou bien raconter une histoire forte, finalement, ça peut suffire à fonctionner et à faire des bonnes statistiques? Pas évident, mais... Ouais, elle l'a très bien dit, ça veut dire que ça dépend tellement de... Si je me place à ma hauteur, vu que c'est moi le personnage principal, on va dire, de mon compte, forcément, si je raconte une anecdote pour l'utiliser en métaphore ou comme exemple de ce que j'ai envie de dépeindre derrière, déjà, ça me permet de vulgariser quelque chose que j'ai envie que les gens comprennent, ça me permet de les faire connecter avec ma personnalité, mes valeurs, ce qui est quand même quelque chose qu'on essaye de faire pour bâtir une communauté. Ça veut dire que on veut fédérer des gens autour de valeurs communes, d'un idéal commun, etc. Donc, moi, j'aurais tendance à dire ce qu'on appelle vulgairement, là, ici, sur Instagram, même si c'est pas que ça, mais le storytelling, quoi. C'est vraiment l'art de raconter des histoires. Parce que aussi, je pense qu'Annabelle sera d'accord, mais il y a une certaine lassitude du contenu publicitaire, on va dire ça comme ça, où vraiment les gens sont là, bonjour, j'ai quelque chose à vendre. Oui, on le sait. Mais fais plus d'efforts, s'il te plaît. Ouais, c'est ça, c'est vraiment le fait plus d'efforts. Et en fait, moi, ça me fait souvent rire parce que des fois, il y a des gens, plutôt des gens que des entreprises, qui me disent « Oui, mes publications, elles marchent pas, c'est parce que je sponsorise pas et machin. » Alors souvent, la réponse, c'est non, ça ne fonctionne pas parce que tes publications ne sont pas bonnes. Et t'as pas fait assez d'efforts. Et ça, souvent, je le dis, en fait, c'est parce que... le texte, il est bateau, la photo, elle est bateau. Cette publication pourrait être autant une publication d'eau que de bière, que de chocolat et machin. Tu pourrais la transposer partout. Donc, c'est pour ça qu'elle fonctionne pas en fait, et on s'y reconnaît pas. Et donc, notamment, par exemple, beaucoup qui utilisent encore des images libres de droit. Alors, des fois, ça dépanne, mais franchement, tu pourrais le mettre n'importe où. Et ça, c'est un petit peu dommage. Donc la créativité garde quand même fortement sa place dans ce système. Je crois que ça touche les gens un peu plus en plein cœur. On préfère quelque chose de brut et de pas parfait. Déjà, ça nous rassure dans notre condition humaine, parce que nous-mêmes, au quotidien, on l'est pas parfait. Même, par exemple, quand vous nous conseillez de limiter le scroll, que ce soit le matin au réveil ou le soir, je serais la première à dire que si, ça m'arrive, surtout le matin, dès que j'ai quelque chose d'important, je veux être sûre que j'ai pas loupé un message, ou par exemple, même juste une amie qui part en voyage, et je veux être sûre qu'elle est bien arrivée. Enfin, il y a plein de choses dans une vie qui peuvent faire en sorte qu'on devient
vraiment trop attachés à cet outil rectangulaire qu'est notre téléphone. Mais c'est sûr que la créativité, c'est ce qui nous permet de nous évader aussi. Donc, je pense que c'est en ça que c'est intéressant pour tout le monde. On a envie de vivre par procuration, on a envie de rêver, on a envie d'être bousculé, on a envie de ressentir, en fait, je pense. Dans cette course à la performance, on crée en fait quand même en quelque sorte des addictions, même si c'est malgré nous. On dit que 47% des gens consultent leur téléphone dans les 5 minutes après une notif. Donc l'alerte, ça devient presque un réflexe. Professeur Jorge Mendoza, vous pensez qu'on peut parler d'addiction ? Je pense que c'est un mot très complexe vraiment pour utiliser pour l'addiction au téléphone, aux réseaux sociaux, etc. Parce que, bon, déjà, il faut qu'il y ait des critères qu'on utilise tous les diagnostics pour des autres types d'addictions, qu'ils soient remplis par cette utilisation pour vraiment parler d'une addiction. Donc, je pense que c'est trop fort parler d'un comportement addictif, plutôt... ça devrait être plutôt une mauvaise utilisation, je ne sais pas, de l'outil, de le téléphone, mais parler d'addiction, ça me paraît un petit peu trop fort comme mot pour... Donc le fait d'être sollicité constamment, quels autres impacts on observe en fait finalement de la sollicitation permanente par les écrans sur notre rythme circadien ? En fait... Bon, l'effet plus important, le plus direct de toute l'utilisation, surtout comme on y avait dit précédemment pendant la nuit, c'est sur notre horloge biologique et les rythmes circadiens. Mais maintenant, c'est que cette projection qui est parlé tout à l'heure, qui provient de l'œil, de la rétine, qui capte toute cette émission lumineuse, il ne projette pas que dans notre horloge biologique, sinon des autres zones du cerveau. Il pourra impacter aussi des autres types de comportements, nos processus physiologiques, hors les rythmes circadiens. Par exemple, on sait qu'il y a une modulation indirecte ou directe de la lumière bleue, bon, peut-être par l'utilisation des téléphones, les écrans, sur des comportements de type problématique ou addictifs. Par exemple, il y a des corrélations, ces études de corrélation dans lesquelles on suggère que les gens qui utilisent le plus les téléphones ou qui sont exposés plus à la lumière bleue, c'est des gens qui sont des comportements, des prises de risques plus élevées, ou des prises de substances, ou des prises d'alcool, ou des prises de cigarettes, etc. Mais c'est juste des effets corrélatifs, une corrélation, mais il n'y a pas un effet causalité pour l'instant. Donc voilà, cette lumière bleue émise par les écrans, par les téléphones, ils pourront impacter dans différentes zones du cerveau, qui pourront moduler alors différents types de comportements de manière directe ou indirecte. Mais pour revenir à la question de départ, de parler vraiment d'une addiction à l'utilisation du téléphone, je pense qu'on est un petit peu loin encore je ne suis pas un spécialiste de l'addiction, mais je pense que mes collègues qui sont spécialistes de l'addiction, ils ont déjà dit attention, parce qu'on ne peut pas non plus parler de manière assez très légère que les gens deviennent addicts à ce type des outils. On peut dire plutôt un usage problématique de téléphone, mais pas vraiment une addiction. Et cet usage problématique, qu'est-ce qui peut entraîner concrètement ? Mais justement, cet usage problématique, il peut déjà, par exemple, amener à des problèmes ou des troubles de sommeil, de l'anxiété, de la dépression, même parfois des troubles un petit peu plus liés à des processus plus indirects, comme des processus métaboliques, comme la prise alimentaire, par exemple. Donc, il y a différentes choses qui peuvent impacter cette utilisation problématique des outils, pas des réseaux sociaux tels quels, sinon des outils numériques qui émettent et qui vont émettre cette lumière bleue. Mais pour l'instant, c'est vraiment quelque chose que c'est encore en recherche. On ne connaît pas vraiment tous les mécanismes impliqués derrière, mais on sait qu'il y a quelques résultats qui impliquent certaines corrélations entre l'utilisation de ce type d'outils et des autres problèmes psychologiques ou comportementaux ou physiologiques.
Ou peut-être plus directement aussi des troubles de l'attention, la concentration. Moi, je le sens Ça bien. aussi. Si je passe trop de temps sur mon téléphone, c'est comme si j'avais une poubelle trop remplie, quoi. Donc, tu n'arrives plus à te concentrer sur des choses simples. Ça peut même te tendre, ou même si c'est du divertissement, tu scrolles sur TikTok pour rigoler un peu, envoyer des vidéos à tes proches. Il y a toujours ce moment où ça crée un trop-plein, parce que je pense que le cerveau n'arrive même plus à filtrer, vu qu'il y a trop d'informations à la seconde, vu que scroller, c'est quand même déjà à l'infini et ça va tellement vite que je pense qu'on n'a même pas le temps d'assimiler. Moi, je vous dis que si je passe 1 heure à scroller, je peux peut-être vous citer 3 vidéos qui m'ont marqué, alors que j'en ai peut-être vu une centaine. Enfin, je préfère même pas compter combien de vidéos je peux voir en 1 heure. Je pense que ça me ferait flipper, sincèrement. Mais ouais, il y a vraiment ces troubles-là, je pense, directs qu'on peut ressentir au quotidien. Ces troubles de l'attention, c'est des choses sur lesquelles tu échanges avec les créateurs que tu conseilles ? Plutôt avec, on va appeler ça mes collègues, où il y a ce truc où on va se conseiller, tu fais comment quand tu fais ta veille concurrentielle, est-ce que tu te retrouves pas chopé par justement ce scroll infini ? La réponse est oui. Et du coup, moi, dans ces moments-là, soit j'essaye de faire preuve de bonne volonté, je regarde l'heure à laquelle je commence et je check toujours l'heure, soit je me mets même un minuteur. Et c'est quand j'ai commencé à mettre un minuteur pour savoir combien de temps je restais dessus que ça a commencé à me faire flipper. Où je me suis dit, si tu ne sais pas te réguler toute seule en regardant des vidéos, c'est quand même problématique, quoi. Je préférais ne pas savoir me réguler en faisant de la marche ou du sport plutôt que de scroller. Mais vu que c'est plus simple et plus divertissant, je comprends pourquoi. Mais oui, je vais plutôt discuter avec mes collègues ou les gens qui travaillent dans la communication, le marketing. Si tu veux rester à la page, si tu veux savoir ce qui se passe, t'as pas trop de solutions, mis à part te tenir au courant. Donc c'est quand même un problème. J'ai presque envie de dire, il faudrait une prime de risque ou quelque chose dans ce genre de métier, parce que c'est quand même un impact sur la santé qui en plus est prouvé scientifiquement, quoi. Annabelle, c'est quelque chose dont tu fais l'expérience aussi ? Oui, alors moi j'ai complètement enlevé toutes mes notifications. J'ai juste gardé, par exemple, les messages WhatsApp. Nos échanges, quoi, surtout. C'est ça, exactement, entre toi et moi. Et le reste, souvent, je mets en sourdine aussi. Alors, faut pas le prendre mal, mais du coup, il y a des choses, où je me dis, c'est moi qui décide d'aller regarder, plutôt que l'inverse avec des notifs continus. Moi, c'est surtout les notifs. Et en fait, je me rends compte, par exemple, quand on est en réunion et qu'il y a un téléphone qui fait j'ai le réflexe de regarder mon téléphone et là, on va me dire non, c'est moi. Et du coup, tu as ce truc en fait où et donc ça, je déteste. Donc souvent, et pareil, j'ai mis des trucs en place. Alors, c'est sur l'iPhone, mais ça doit exister aussi sur les Android. Le ne pas déranger, le temps d'écran, donc en fait j'ai des modes, c'est-à-dire qu'à partir de 18h jusqu'à 8h le lendemain matin, on peut essayer de m'appeler, de m'envoyer des messages, quoi que ce soit. C'est impossible en fait, on tombe sur mon répondeur, enfin voilà, j'ai tout bloqué. Et ce qui me permet du coup d'avoir du temps de qualité le soir. Alors je fais partie des gens qui regardent des séries le soir pour m'endormir. Alors des fois je lis, des fois je regarde des séries, voilà. Mais du coup je le prends pas comme un truc négatif parce que souvent je m'endors et en fait je dors toute la nuit, c'est pas ça qui va me réveiller, à part si j'ai regardé une série un peu d'horreur qui m'a choquée. Donc ça, effectivement, le sujet fait, on regarde pas tout et n'importe quoi. Et par exemple, je me suis vraiment posé cette question. Moi, le week-end, je lis énormément d'articles de presse. Donc, je suis abonnée à 3, Le Monde, Le Figaro, les DNA à Strasbourg, rue 89, donc 4. Et en fait, je passe tout mon week-end le matin, en fait, à lire plein d'articles. Donc, tous ceux que j'ai ratés dans la semaine, enfin voilà. Sur ton téléphone. Sur mon téléphone. Ouais. Et en gros, je me disais, c'est pas normal, il faudrait peut-être que j'achète les journaux. Mais en fait, c'est tellement plus pratique. C'est-à-dire que je suis, je fais mon truc, je lis mes articles, je passe à un autre, je sélectionne les thématiques que j'aime bien. Et du plus coup, écolo peut-être aussi. D'une certaine. Alors, je suis pas sûre parce que numériquement, on sait pas trop. Oui. Mais voilà. Et du coup, je trouve que des fois, il y a aussi ce côté. Effectivement, je trouve ça très bien de dire que c'est pas une addiction, c'est plutôt une mauvaise façon d'utiliser et que des fois, on doit se mettre des limites. Parce que l'addiction, c'est en gros, si demain mon téléphone se casse, je vais pas être en panique, je vais pas commencer à transpirer, je vais pas plus dormir pendant une semaine, je vais pas devoir prendre des antidépresseurs ou autre chose parce que mon téléphone est cassé. Ça va juste me manquer. Je vais me dire mince, ah oui c'est vrai, mon téléphone est cassé, mais voilà, et je vais être un peu triste, mais ça va s'arrêter là. Et donc je pense que c'est assez intéressant de trouver cette demi-mesure. Par contre, il y a un truc qui est hyper important et je tiens à le préciser parce que j'ai une petite fille de 3 ans et des ados. Les téléphones
pour les enfants et les écrans, parce que là on parle d'adultes et d'addiction, c'est là pour le coup ça joue vraiment sur un cerveau en construction, autant sur ce qu'ils regardent que aussi sur les gestes. Par exemple, il y a des enfants en école maternelle qui n'arrivent plus à tenir un stylo et en fait qui sur une feuille vont utiliser leurs doigts parce qu'ils ont l'habitude de dessiner sur le téléphone ou de swiper. Pareil sur des livres, des fois ils vont swiper plutôt que tourner la page, donc ça c'est super important, pas d'écran avant 3 ans, voire même maintenant avant 6 ans, et du coup de limiter, donc c'est-à-dire par exemple les dessins animés, de se dire bon ben on va limiter, on va regarder ensemble un dessin animé, mais pas sur le téléphone, et donc ça c'est important. Alors moi je le fais aussi, hein, on est tous humains, mais c'est important de limiter, et chez les ados aussi il faut quand même surveiller plus sur le contenu. Professeur Mendoza, vous confirmez, vous recommanderiez de commencer finalement les écrans à partir de quel âge ? Jamais. En fait, c'est difficile à dire, mais c'est vrai que dans un cerveau qui est en plein développement, c'est un petit peu pas trop recommandé d'utiliser ce type d'outils parce que vraiment ça peut empêcher certains processus de développement au niveau du système nerveux central qui pourra impacter à long terme sur les comportements de l'individu. Donc oui, je pense que c'est recommandé de ne pas utiliser à tel jeune âge. On va méditer là-dessus et on va s'arrêter là-dessus pour cette première partie et prendre un peu de recul avec un duo français qui avait déjà tout compris au numérique dans les années 2000. On écoute Digital Love des Daft Punk. On se retrouve tout de suite. Yes.